Un plateau, deux invités, seuls devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. Premier invité, qui êtes-vous ? Donc, je suis Claire Leroy-Atala, docteur en sociologie des organisations et je travaille actuellement à l'agence Entreprises et Handicap. Pourquoi pensez-vous qu'on vous a invité, vous ? C'est vous qui allez me le dire, peut-être. Je dirais que j'ai un regard un peu particulier puisque j'ai abordé la question de la maladie mentale et du handicap psychique, mais non pas en tant que médecin, mais en tant que sociologue, donc avec une vision sociétale de la question de la santé mentale. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Manuelle Massé, je suis responsable d'un service d'aide par le travail et notre spécificité est d'être hors les murs, c'est-à-dire de faire des mises à disposition en milieu ordinaire de travail. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Je pense que vous m'avez choisi moi parce que à la fois je représente le terrain et les choses concrètement vécues par les gens en situation de handicap psychique et à la fois j'ai une formation de neuropsychologue et donc une approche scientifique de l'insertion professionnelle. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti. Lorsqu'on se pose la question sur le bénéfice du travail, finalement, on ne va pas au cœur du sujet de cette question de la place finalement de la santé mentale au sens large dans le monde du travail. Et il me semble que lorsqu'on parle de bénéfice ou pas, on est dans une posture moralisatrice qui tendrait à aller dans, pour certaines personnes, le travail est bénéfique, pour d'autres, il ne l'est pas. Or, il me semble que la question est en fait plus complexe. Il y a des personnes qui ont envie de travailler et d'autres qui ont moins envie ou ne se sentent pas capables. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, lorsqu'on pose cette question, finalement, on stérilise le débat et en plus on se positionne dans une posture de finalement qui je suis pour dire pour telle personne atteinte de maladie quelle qu'elle soit, le travail va être bon ou pas et dans quelle mesure aujourd'hui la médecine est capable de se positionner par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, la question du bénéfice du travail n'est pas intéressante aujourd'hui. Celle qui est intéressante, c'est la question de l'usager, de la personne en situation de handicap psychique et de son envie ou pas de travailler. Et c'est celle-là que la société doit se poser aujourd'hui. Et non pas la question du bénéfice du travail, qui somme toute exactement la même, qu'on soit usager ou pas du monde médico-social. Je vous rejoins tout à fait sur cette idée que comment aujourd'hui le monde du travail et le monde du médico-social, et il me semble de toutes les structures d'accompagnement, qu'elles soient dans le champ de la psychiatrie, de la psychologie ou dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle, comment aujourd'hui on est capable d'entendre le souhait des personnes de travailler. Et notamment, alors ça c'est une question que je me pose et que du coup je vous pose puisque vous travaillez dans un établissement spécialisé, dans quelle mesure les gens souhaitent plus ou moins travailler en milieu ordinaire de travail ou bien dans des univers professionnels plus protégés, type ce qu'on appelle ESAT ou entreprise adaptée. Comment vous percevez ce souhait-là ? Les personnes que nous accueillons dans notre ESAT, puisque c'est également un ESAT, viennent dans cette structure parce qu'on leur propose des mises à disposition en milieu ordinaire de travail. Donc en fait, la demande est déjà élaborée et ils ne veulent que aller en milieu ordinaire de travail.
il nous arrive en général de structures partenaires, de structures de soins, de la maison départementale du handicap. Et ils ont élaboré ce projet soit après parfois un parcours un peu chaotique d'insertion professionnelle, soit après un passage en milieu protégé traditionnel, donc dans ce qu'on appelait autrefois les CAT classiques. Enfin, moi, j'ai l'impression que la structure et ce que vous proposez de mise à disposition, c'est très révélateur, je trouve, des nouvelles façons de se poser la question de la pathologie mentale, mais je pense en fait plus du handicap psychique dans l'emploi. Et j'ai le sentiment qu'on est vraiment à un tournant où il y a la loi sur le handicap en 2005 qui a reconnu le handicap psychique. Et du coup, et ben justement, on est sorti de ce débat sur la maladie. La maladie, c'est pas l'affaire du monde du travail. C'est pas l'affaire de l'entreprise, c'est pas l'affaire des organisations. C'est l'affaire de la vie privée, la maladie. Et qu'en reconnaissant le handicap psychique, on a mis de côté cette maladie, on s'est intéressé à ce qui se passait pour les gens dans le monde du travail. Et que là, on ouvre de nouvelles portes où la question n'est plus de savoir est-ce que le travail rend malade, est-ce qu'il est bénéfique ou pas, mais plus quels moyens on se donne, comment on assouplit le droit du travail, comment on envisage des formes de travail un peu alternatives pour répondre aux attentes des personnes qui souhaitent aller vers le milieu ordinaire de travail, et que du coup, on sort d'une vision complètement manichéenne de soit des personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas travailler, ce qui était le cas il y a encore pas si longtemps que ça, où finalement c'était inenvisageable de penser l'emploi en milieu ordinaire lorsqu'on avait été suivi en psychiatrie. Éventuellement, on pouvait travailler dans le milieu protégé. Soit on travaille et dans ce cas-là, on n'est plus malade. Et on ne se pose pas la question de prendre en compte les besoins de la personne. Je crois qu'une structure expérimentale, comme elle l'était au départ, comme la nôtre, nous a permis d'aborder les choses effectivement sous un angle totalement différent. C'est-à-dire à savoir quelle est l'incidence fonctionnelle des troubles de la personne dans le milieu professionnel. Et qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte, à quoi va falloir-t-il pallier pour que cette personne puisse exercer une activité professionnelle. Alors, c'est d'autant plus vrai dans notre structure qu'on a accueilli à la fois des personnes donc, qui ont eu une lésion cérébrale acquise et à la fois des gens qui ont eu ou qui sont en situation de handicap psychique. Et donc, ce qui nous a intéressés, c'est de voir quelle est l'incidence fonctionnelle, mais quels sont les troubles cognitifs qui font que la personne peut ou pas, ou va être en difficulté sur tel ou tel aspect du travail. Donc je crois que effectivement c'est une révolution. On parle plus en termes de diagnostic, on parle plus en termes de pathologie mentale précise et avérée. Non, on échange avec l'employeur et avec les entreprises sur les compétences cognitives qui sont requises par tel ou tel aspect d'un emploi et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en face en termes soit de stratégie palliative pour la personne, soit d'accompagnement ou de procédures qui vont lui faciliter son insertion professionnelle. Et alors du coup, vous arrivez à travailler vraiment justement en collaboration avec les entreprises, parce que moi, en revanche, la grande difficulté, le constat que je fais, c'est qu'il y a une formidable opportunité avec la loi 2005 sur le handicap qui a, mine de rien, donné un nouvel élan aux entreprises sur leur politique en faveur des personnes handicapées. De l'autre côté, la reconnaissance du handicap psychique qui fait dire, mais n'oublions pas, toute la problématique de santé mentale dans ces politiques du handicap. Et puis, en face, le sentiment que peu de structures, peu de dispositifs répondent selon les codes de l'entreprise. En tout cas, savent s'adresser à l'entreprise, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment un espèce de vide. L'entreprise, elle sait à peu près
à qui s'adresser lorsqu'elle est face à un salarié qui devient sourd au cours de sa carrière et elle va avoir quelques idées de vers qui s'orienter. En revanche, on a le sentiment que sur tout ce qui touche à la maladie mentale et au handicap psychique, elle ne trouve pas d'interlocuteur qui peut l'aider sur ces questions-là. Alors, je pense que les premiers interlocuteurs, j'imagine, de l'entreprise restent quand même le médecin du travail, les structures d'insertion. Mais vous parlez du médecin du travail. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que c'est presque le premier acteur le plus démuni dans l'entreprise face à ces questions-là. Et là-dessus, je suis assez critique sur la façon dont on aborde la question du stress au travail, qui, à mon avis, détourne la question de l'accompagnement des personnes handicapées psychiques au sens large, vers une question de santé mentale qui culpabilise l'entreprise, pour lequel on imagine des dispositifs un peu placebo. Et là-dedans, on perd les médecins du travail. J'ai le sentiment que très naturellement, tout le monde se dit c'est vers le médecin du travail, c'est lui qui va pouvoir nous aider. Et aujourd'hui, je connais peu d'entreprises qui arrivent à travailler sur ces questions-là avec leur médecin du travail. Comment vous travaillez, vous, avec... Je pense qu'on a une facilité puisque les usagers de notre ESAT sont vus par notre médecin du travail au regard du poste qu'on propose et des tâches professionnelles qu'on propose, et notre médecin du travail prend contact avec le médecin du travail de l'entreprise. Je vous cache pas que c'est un dispositif qui marche très très lentement et que finalement, par rapport à l'action de terrain qu'on a nous et d'accompagnement, les relations entre les deux médecins se développent beaucoup moins rapidement. Ceci dit, on ne désespère pas dans le temps d'en faire un véritable partenaire. D'accord. Et vous avez le sentiment que les entreprises sont prêtes aujourd'hui? Vous rencontrez pas de difficultés particulières? Alors je crois que notre approche, elle nous a permis de contourner un peu la difficulté, parce que en parlant en termes d'activité cognitive et en se demandant ce que requiert une tâche de travail, en analysant avec un chef de service, un chef de rayon, un responsable d'entreprise, je crois qu'il voit qu'on s'intéresse à son activité, il se passionne lui-même pour qu'est-ce que ça recouvre cette tâche-là, est-ce que ça recouvre de la mémoire, de l'attention, de la concentration, etc. Donc on s'interroge sur les choses autrement. Et donc je pense que quand il va accueillir la personne, il va savoir que cette personne peut être en difficulté sur le plan de la mémoire et que l'équipe est là pour résoudre cette difficulté-là. Oui, moi j'ai vraiment le sentiment que... Voilà, l'entreprise, elle a besoin d'être prise par la main sur ces questions-là. Et qu'aujourd'hui, la façon dont on a posé la question du stress au travail et les mesures d'affichage, voire de stigmatisation aujourd'hui du ministère du Travail qui pointent du doigt les entreprises mauvais élèves, entre guillemets, sur la question du stress, vont complètement à l'inverse de ce vers quoi, aujourd'hui, sur le terrain, certaines structures, en partenariat avec des entreprises, arrivent à faire avancer ces questions. On reste, selon moi, dans une vision vraiment archaïque et toujours, comme je le disais tout à l'heure, moralisatrice, où on culpabilise l'entreprise, on la montre du doigt et finalement, on la paralyse. Et à aucun moment on n'est capable ni de valoriser toute la professionnalisation. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'expérimenter, parce qu'on en est bien là, on en est sur de l'expérimentation, on est du sur-mesure, et que tout cela, on ne se donne pas les moyens, et notamment en termes de politique publique, de soutenir la démarche des entreprises qui, en effet, sont hermétiques à cette question-là, puisqu'elles sont montrées du doigt, puisqu'elles sont coupables de rendre les gens malades.
c'est extrêmement délicat d'aller aborder la question et d'oser un peu s'emparer du sujet, alors que j'ai le sentiment que dès qu'on on lui offre des espaces de réflexion, d'accompagnement, d'orientation, d'aiguillage, eh bien on arrive à travailler avec elle et trouver alors des solutions. Je ne sais pas si... Moi, je pense que vous avez parfaitement raison et qu'on ne montre pas les expériences alors bénéfiques pour le coup, et qui pourraient avoir valeur d'exemple de ce que les entreprises sont capables de faire pour intégrer des personnes, que ce soit des jeunes, que ce soit des gens en situation de handicap, etc. Parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question de l'intégration, mais en fait, l'entreprise, c'est son quotidien de gérer. Elle est confrontée au maintien dans l'emploi, elle est confrontée, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est en effet, là, pour le coup, il y a une vraie culpabilité, c'est qu'il y a de la désinsertion. C'est que les gens... mais sans même avoir besoin d'être mis à la porte de l'entreprise. Il y a tous ceux qui sont mis à la porte parce qu'ils ne sont pas adaptés, entre guillemets, aux attentes de l'entreprise. Et puis, il y a tous ceux qui se désinsèrent tout seuls et parce que ils se sentent mal adaptés ou pas à la hauteur des attentes de l'entreprise, tout seuls se mettent à l'écart et petit à petit... et là, et me semble-t-il, on ne va pas du tout dans le bon sens en posant la question du stress au travail, puisque on reste à une réflexion qui dirait, voilà, le travail rend malade, les nouvelles formes d'organisation rendent malade. Et du coup, on ne va pas se poser plus en profondeur les questions, de se dire, mais est-ce que mon organisation, telle qu'elle est pensée aujourd'hui, on peut imaginer une souplesse dans l'organisation du travail à un moment donné pour cette personne? Est-ce qu'on est capable de valoriser dans l'organisation ce qu'on va faire pour ce salarié qui à un moment dans sa vie traverse une période de dépression grave qui le met en situation de handicap dans l'emploi. Et finalement, c'est perdre de vue toute la capacité de l'entreprise. L'entreprise, elle sait le faire, tout ça. Elle sait le gérer pour des personnes, pour des femmes qui partent en congé maternité, pour des détachements, pour des mises à disposition, pour gérer des années sabbatiques. Aujourd'hui, elle a cette compétence-là. Simplement, sur le handicap psychique, on a perdu de vue que c'était la compétence, c'est le métier de l'entreprise, d'être capable de prendre en compte toute cette question de santé mentale. Je crois que l'entreprise, comme vous dites, aujourd'hui a déjà à gérer un collectif de travail qui est très disparate, de gens qui sont dans des situations tout à fait différentes, comme vous disiez, une jeune femme qui attend un bébé, quelqu'un qui doit s'arrêter parce qu'il a une jambe cassée, que sais-je encore. Et donc, quand elle a en plus à intégrer, selon la loi, des personnes en situation de handicap, je crois qu'elle commence à se dire que c'est trop. Et que ce que peuvent proposer les structures d'insertion, c'est un accompagnement sur ces intégrations. Et donc, en proposant ces formules-là, qui sont des formules de transition quasiment, puisque c'est de la mise à disposition, ça permet des recrutements sans risque à terme avec des gens qui sont déjà intégrés dans l'entreprise. Mais des gens pour lesquels... l'entreprise a besoin de les connaître et de connaître l'incidence fonctionnelle des troubles dont on parlait, mais la personne a besoin aussi de comprendre comment marche l'organisation du travail dans cette entreprise et d'être aidée pour décrypter quelle est la culture du collectif de travail, quelle est la culture de l'entreprise, sur quoi on se base pour travailler et pour s'intégrer dans cette entreprise-là. Alors moi, après, j'ai vraiment une interrogation sur... je suis un peu ambiguë par rapport à ça, mais je me dis, d'un côté, il faut vraiment que l'on construise, qu'on continue à construire une compétence d'accompagnement et même de connaissance du handicap psychique dans l'emploi. On a du mal. Et qu'est-ce que ça signifie un aménagement de poste pour une personne handicapée psychique et quels sont les retentissements? Et puis, d'un autre côté, de me dire, mais plus on va créer de l'expertise un peu à la marge de l'entreprise, moins on va responsabiliser l'entreprise face à sa propre compétence de gestion des ressources humaines au sens large. Et j'ai le sentiment que c'est le travail de n'importe quelle
encadrant, chef d'équipe, manager, que d'être capable de, à un moment, sans avoir la solution, au moins adopter une posture de veille, d'attention, d'écoute face à un salarié qui décompense sur son lieu de travail, qui a des difficultés psychiques, qui éventuellement, je sais pas, va vivre un épisode psychiatrique un peu grave et qui va le fragiliser sur son poste de travail. Alors, je séparerai un petit peu la question en deux thèmes, parce qu'il y a à la fois le thème du maintien dans l'emploi et le thème de recrutement direct de l'entreprise, et puis il y a à la fois le thème des gens qui sont orientés vers le travail protégé et qui vont progressivement réintégrer le milieu ordinaire. Je pense que ces deux milieux de compétences sont peut-être un petit peu différents et ils n'ont pas tout à fait besoin du même accompagnement. Mais il me semble que ce qui peut faire le lien, c'est que ces connaissances, à la fois sur le handicap, sur la culture de l'entreprise, sur les tâches de travail, sur les prérequis cognitifs, c'est un partage en fait. C'est un partage entre l'organisme d'insertion, la personne, et l'entreprise, pour qu'à terme reste en lice la personne intégrée et l'entreprise. Je pense que les entreprises d'insertion, enfin les organismes d'insertion doivent s'effacer progressivement. Enfin, l'objet, c'est quand même que ça devienne un dispositif autonome, si on peut dire. Et que, à un moment donné, peut-être que cette expertise est partagée par les trois, mais pour qu'à terme, l'organisme d'insertion se retire. Et ça, je suis assez d'accord parce que nous, on s'est aperçu dans le cadre des travaux au sein de l'agence Entreprises et Handicap, on avait l'ambition à un moment de dire avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on va essayer de faire un espèce d'état des lieux de la question du handicap psychique dans l'emploi. Et on est revenu complètement sur cette ambition-là parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de... fallait déjà autoriser l'entreprise à aborder le sujet et qu'après, créer un langage commun sur cette question-là. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait tellement de visions de professionnels différents qu'à aucun moment, il y avait un langage partagé, un vocabulaire commun, une question commune à se poser autour du handicap psychique. D'un côté, on parlait de maladie, de l'autre côté de handicap, de l'autre côté éventuellement de comportement déviant. Et à aucun moment, on savait de quoi on parlait et on partageait cette question-là. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est ça l'enjeu, c'est déjà de se dire trouvons un vocabulaire commun, autorisons à en parler. Enfin, je suis impressionnée par le tabou. Moi, j'ai fait une thèse sur le handicap psychique. J'ai commencé tous mes travaux de recherche et d'observation dans les entreprises en ne disant surtout pas que je travaillais sur le handicap psychique. J'abordais la question en disant je fais une thèse sur le handicap, l'intégration des personnes handicapées, ça c'était à la rigueur abordable. Parler du handicap psychique, c'était complètement tabou, ou bien on m'expliquait que dans l'entreprise dans laquelle j'étais, avec 30 000 salariés, il n'y avait aucun salarié handicapé psychique. Et que l'entreprise, elle le vit au quotidien, cette question-là, mais de pouvoir mettre des mots, de poser le problème, et de se dire, voilà, on s'empare de la question et on l'intègre dans notre réflexion d'organisation, on n'y est pas encore. Il ne faut pas perdre de vue, me semble-t-il, toutes les représentations que l'on a de la maladie mentale, du handicap, de la folie en règle générale, et j'ai le sentiment que là-dessus qu'on est encore dans des représentations très très archaïques. Il y a une étude qui a été menée par le Bureau international du travail, par exemple, qui révèle que la majorité des actifs estiment que lorsqu'on a une pathologie mentale, on ne peut pas travailler en milieu ordinaire. Déjà, c'est complètement antinomique. La majorité des actifs ne savent pas qu'ils travaillent à côté de gens qui ont une pathologie mentale. En fait, en gros, c'est quand même ça. Tout à fait. Il y a des problèmes de représentation d'un côté, de ce qu'on s'imagine de la maladie, et de l'autre côté, un problème d'information. On se dit souvent, mais non, chez nous, on n'a pas
de personnes handicapées psychiques ou qui ont eu des troubles psychiatriques. Quand on leur dit, mais votre collègue qui a fait une dépression grave, qui a été en arrêt maladie pendant 6 mois, suivi par un psychiatre en ville, lui, qu'est-ce qu'il a si c'est pas des troubles psychiques? Et on a tendance à dire, oui, mais lui, c'est pas pareil, on le connaît, c'est parce qu'il a divorcé. Et ça va beaucoup mieux. Voilà, exactement, il y a vraiment toutes les représentations de la maladie qui génère de la violence, la maladie qui génère de la folie, du délire, voire de la débilité. Or, aujourd'hui, le vécu des personnes est bien loin de toutes ces représentations qui sont pas totalement fondées dans ce qu'a pu être la psychiatrie à un moment. Mais je sais pas comment vous voyez les personnes au quotidien, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les traitements, la façon dont on soigne les gens et dont on les suit, est bien loin de ces représentations-là. Très loin. Bon, les personnes sont pour la plupart stabilisées, et en tout cas celles qui veulent travailler pour la plupart sont stabilisées et accompagnées. Mais je crois que j'ai un petit peu envie de revenir sur l'idée que dans la société, finalement, hormis dans le travail, on ne rencontre pas la pathologie mentale. On la rencontre peu, la maladie mentale, mais on la vit quand même dans son quotidien. Les chiffres montrent qu'une personne sur 5 dans la population active va être concernée par un trouble psychique au cours de sa vie professionnelle, qu'aujourd'hui, une personne sur 10 dans l'emploi estime vivre des difficultés d'ordre psychique. Donc, en même temps, on la vit pour soi ou pour ses proches. Une personne sur 4 dans son entourage proche vit avec une pathologie mentale. Donc, en même temps, ça fait partie de nos vies, de notre vie privée ou de notre vie professionnelle. Il y a 25 ans, ou un peu plus, finalement, est-ce qu'on n'avait pas la même problématique avec l'alcool, où ça faisait partie du quotidien, notamment dans le monde du travail, et qu'à un moment, il y a eu une volonté politique de dire on aborde le sujet, on fait tomber le tabou, on déstigmatise les personnes qui sont dans ces problématiques-là et on informe. Et on informe pour faire tomber toutes les représentations qui diraient bon, mais si on est alcoolique, c'est parce qu'on le veut bien, c'est qu'on n'a pas de volonté, c'est qu'on est complètement traumatisé. Et on informe que non, l'alcoolisme est une maladie. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté d'aborder cette question-là un peu frontalement, de dire voilà, la société, elle a besoin d'informations pour sortir du tabou, d'informations sur qu'est-ce que c'est que ces maladies et comment on vit avec ces maladies. Je crois que ça revient un petit peu à l'idée que il n'y a pas une maladie mentale, il y a des maladies mentales et que c'est une réalité extrêmement complexe à envisager. Et que ces campagnes d'information vont pas être simples. J'imagine que les pouvoirs publics vont certainement s'en emparer, mais que c'est une réalité complexe et les gens aujourd'hui ont encore peur d'être confrontés à cette multitude de représentations, parfois étranges, parfois inquiétantes, parfois dangereuses. Donc après, moi, l'autre étape, me semble-t-il, c'est qu'on a construit dans nos sociétés des dispositifs qui maintenaient les personnes dans des postures assez infantilisantes, où on a fléché des parcours de vie, on a imaginé pour eux des réponses à leurs besoins ou des solutions, et qu'aujourd'hui, si on aborde cette question-là, on ne peut plus aborder le parcours des gens, la vie des gens, dans un cadre aussi contraignant, aussi coercitif, et que la complexité de la santé mentale, c'est aussi d'être capable, dans notre société, d'accepter la parole d'une personne qu'on a estimée à un moment irresponsable,
incompétente, ou en tout cas n'ayant pas son mot à dire. Et que là-dessus, ça invite vraiment à un changement de posture qui est difficile à opérer, me semble-t-il. Je crois qu'on a encore aujourd'hui beaucoup à apprendre du monde anglo-saxon, qui a intégré ces notions-là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Mais il me semble que nous sommes aux prémices de la construction de ces parcours. Mais là où moi je suis très inquiète, c'est que, mine de rien, on continue à construire des réponses stéréotypées, cloisonnées et catégorielles. C'est-à-dire, on enferme les gens dans des catégories. Là, il y a la catégorie des personnes handicapées, la catégorie des gens employables ou inemployables, la catégorie des gens malades, et qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics et les politiques que l'on met en place et la façon dont on pense les politiques cloisonnent complètement les populations, donc les parcours, et ne répondent plus. Et que le progrès, il viendra de notre capacité, de la capacité de la société, à entendre les spécificités de la maladie, à les comprendre, et à les intégrer dans le collectif. Intégrer la complexité que ça suppose, non pas comme une contrainte, mais bien comme un enrichissement, c'est-à-dire de se dire, mais voilà, aujourd'hui, lorsqu'on est capable d'intégrer une personne handicapée dans le monde du travail, c'est un cercle vertueux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est capable de voir comment le travail s'organise, dans quel système on est, et d'affiner, et non plus d'avoir une population de travailleurs totalement homogène et finalement appauvrie par son homogénéité, mais au contraire, une population de travailleurs diversifiés qui est capable de créer de la richesse. Je crois que globalement, ça pose le problème de l'intégration comme facteur d'enrichissement, quelles que soient les personnes qu'on ait à intégrer, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes handicapées. Enfin, il me semble que ça ne peut être que en cercle vertueux qu'on imagine ça. Et effectivement, ça éviterait ces cloisonnements entre ces diverses populations à qui on apporte des aides différentes et des traitements différents qu'on a déjà préétablis. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec 2 nouveaux invités pour débattre et s'écouter.